Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous y êtes déjà, j'imagine, depuis vendredi, mais voilà une table ronde qui me tient particulièrement à cœur puisque j'en assure la modération. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette petite table ronde un peu particulière qui s'appelle Hater et Hackers. On va voir pourquoi et qui va nous permettre de voyager dans les différents univers punk de la science-fiction. Alors, je suis absolument fier et heureux d'avoir autour de moi un aréopage magnifique de gens d'un grand talent et d'une grande érudition, et puis surtout d'une grande passion, et que je vais d'abord vous présenter donc, dans les minutes qui viennent. Ensuite, j'essaierai de définir un petit peu les mots que nous allons utiliser, et puis on passera à un débat qui, n'en doutez pas, sera absolument fascinant. Mais tout de suite, je me permets de partager mon écran pour vous présenter Olivier, Étienne, Lalex et Yannick. Et je leur ai préparé des petites surprises, évidemment. Vous allez voir ça. Alors, on va commencer. Bon, déjà, vous avez le petit titre que vous aviez dans le programme. Et on va commencer par l'Alex. Cher l'Alex, voilà, quelle joie de te voir. Alors écoute, voilà, je t'ai préparé cette petite feuille de présentation, tu vois, avec beaucoup de choses qui te définissent. Et puis cette phrase, moi, que j'ai trouvée, que je trouve qui te définit admirablement bien. L'avenir est un monde vierge que je peux inventer. Alors, tu es illustratiste, tu es artiste, tu es aussi autrice, notamment de plusieurs nouvelles, notamment Laoti, nouvelle ou court roman, qui a été édité grâce à un financement Ulule. Tu as travaillé aussi dans diverses anthologies steampunk, donc tu as une double casquette entre le steampunk, le hope punk, que tu vas nous aider à définir tout à l'heure. Et puis un petit peu le solarpunk aussi. J'imagine que tu auras l'occasion de nous parler. Bienvenue à toi et merci d'être avec nous, Charles Alex. Merci. Ensuite, on a Olivier Gechter, qui est romancier, qui est nouvelliste. On se croise aux Utopiales, comme nous le disions tout à l'heure dans la préparation de cette table ronde. Et Olivier, lui, il est assez lié à l'univers du steampunk, comme d'ailleurs notre prochain intervenant également. Il est l'auteur du cycle Le Baron Noir aux éditions Mnemos. Il a publié un grand nombre de nouvelles. Et il est aussi l'auteur, d'un podcast Les Archives de l'Insondable. Est-ce que tout va Auteur. bien, Olivier? Ah ouais, Dis-moi, tout va vas-y. bien, tout va bien. Et Vas-y, dans les vas-y. niveau, dans les nouvelles, je fais le seul punk que j'ai pas essayé, je crois que c'est le cyberpunk, il faudra encore que je Ah, vérifie. ça va changer Bon, après cet après-midi, alors, je pense. bah, j'y réfléchis, mais peut-être pas pour une nouvelle, mais j'y réfléchis. D'accord. En tout cas, steampunk, c'est sûr, et aussi un peu auteur de solarpunk? Un petit peu, ouais, D'accord, ouais, on va en parler. ouais. Ok, génial. Merci, Olivier. Ensuite, nous avons l'ineffable, le très vaporeux Étienne Barillier, grand maître du steampunk, on va le dire comme ça, hein, Étienne. Hein, Mmh. c'est désormais l'un des titres qui t'échoit, hein, on va dire. Aussi bien d'ailleurs dans la non-fiction que dans la fiction, avec notamment récemment Les Brigades du Steam chez ActuSF, coécrit avec Cécile Duquesne. Et puis le guide steampunk, évidemment. Et je suis ravi de te retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas croisés. Et j'imagine que derrière, dans ta bibliothèque, il y a combien de pourcentage de bouquins de steampunk à peu près? Oh, 25%, Le reste, c'est Philippe Cadic, on est d'accord? bien sûr. Qui n'est pas, lui, un auteur de hop punk, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous allons en reparler. Merci d'être avec nous, Étienne. Je suis ravi de t'avoir aussi. Et enfin, mon camarade et grand ami Yannick Rumpala, chercheur à l'Université Côte d'Azur, politiste et grand connaisseur de la science-fiction et de la dimension, je dirais, politique de la science-fiction. Yannick a écrit déjà un certain nombre d'ouvrages marquants, mais celui pour lequel il est avec nous aujourd'hui, c'est en particulier dans la collection Parallax, dirigée par Roland Lehoucq au Bélial, Cyberpunk's Not Dead. Une affirmation qui, j'espère, n'est pas simplement un effet de style, et j'espère qu'il va nous prouver que le cyberpunk n'est pas mort et que William Gibson et Bruce Sterling ont bien fait des émules jusqu'à notre époque. Yannick, est-ce que c'est toi qui es devant nous? C'est ton avatar numérique? C'est moi, là. Ah, c'est toi, d'accord. Ça reste encore à prouver.
Voilà les amis, donc je suis ravi de vous avoir tous les quatre. Alors toutes ces catégories de punk, on va essayer de les définir, mais avec ces mots de hater et hacker bien sûr. Mais avant, et pour prendre encore quelques petites minutes d'introduction, voici une double piste, une double proposition. Comme je suis juriste et que j'aime bien classer et définir, je suis allé chercher la définition de punk, la définition, le hardcore du punk. Et voilà ce que j'ai trouvé dans les dictionnaires qui sont chez moi. Le punk est un mouvement culturel contestataire à tendance anarchiste qui est né à peu près dans le milieu des années 70, aux États-Unis d'abord, puis au Royaume-Uni. Étonnant d'ailleurs de se demander si ce n'est pas les Royaumes-Unis véritablement qui a eu la primeur du punk. Et puis, on qualifie de punk aussi, et c'est là où je vous attends, tous les quatre, une personne ou un artiste, une artiste, suivant ce mouvement avec un désir de retourner à la spontanéité et à la simplicité des premiers âges du rock. Est-ce que les différents punks de la science-fiction vont-ils eux aussi et ont-ils cette ambition de retourner, allez, je dirais, à l'état de nature de la SF? On va en parler, mais avant, et grâce à Yannick Kumpala, un peu de musique classique. Donc là, soit on a perdu tous les gens qui nous écoutaient, soit on vient de tripler notre auditoire. On va voir. Et bien sûr, puisqu'on va devoir définir le punk, j'ai voulu aussi définir l'éther. Qu'est-ce que c'est que cet éther? Alors, quand on cherche sur Internet, on tombe sur toutes les formes d'éther, mais pas celle dont je vais vous parler. L'éther dont je vais vous parler, c'est l'éther du 19e siècle en réalité, c'est-à-dire d'une certaine façon le mot qu'on utilisait, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, le mot qu'on utilisait pour définir l'espace interstellaire, l'espace intersidéral, le vide spatial. Alors je vous ai mis deux références qui m'ont semblé pertinentes. À gauche, vous avez peut-être un des premiers romans français à utiliser le terme d'éther, même si évidemment Renier Aîné l'a utilisé aussi dans Les Navigateurs de l'Infini. Donc un roman de Albert Bailly de 1928 qui s'appelle L'éther alpha et qui nous raconte bien évidemment un voyage spatial, donc un voyage à travers l'éther. Et puis, un extrait de La ceinture empoisonnée, un grand classique de Sir Arthur Conan Doyle de 1913, où on voit tout à fait apparaître le mot de façon claire. Il est assimilé au vide intersidéral. Vous voyez, qu'on se figure une poignée de bouchons lancés de compagnie sur un courant paresseux à travers l'Atlantique, eh bien, vos lecteurs comprendront que l'Atlantique représente ici le puissant océan de l'éther à travers lequel nous voguons et le paquet de bouchons de notre obscur système planétaire. Donc l'éther nous renvoie au 19e siècle, le punk nous renvoie soit aux années 70, soit à un retour aux sources pur et simple. Qu'en est-il pour vous? Je lance la table ronde. Alors, on pourrait commencer peut-être par le steampunk, puisqu'on a parlé du 19e siècle et que j'aime bien les transitions faciles, ne jamais se compliquer la vie lorsqu'on peut. Alors, ceux qui parmi vous sont les maîtres et les maîtresses du steampunk, qu'est-ce que vous me dites de cet éther? Est-ce que ce steampunk que vous écrivez, est-ce que ce steampunk que vous mettez en avant, est-ce que c'est un retour véritablement au 19e siècle et au fond aux sources de la science-fiction pour vous? Qui veut se lancer? Peut-être l'Alex, peut-être? Ou Étienne, ou Olivier, Étienne, allez-y, peut-être allez-y, commencer plutôt sur allez-y. le sujet. Alors après, on pourrait commencer à se fâcher de suite en disant de quel steampunk tu parles. Est-ce que c'est le steampunk de la naissance du mot, le mot steampunk qui date d'avril 1987, ou est-ce que tu parles du steampunk tel qu'il est devenu aujourd'hui, qui n'a plus tellement à voir avec le steampunk des origines? Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a toute une évolution dans le genre, mais je pense que la grande chose, un des apports, et le mot éther m'y fait penser, c'est que si on l'emploie aujourd'hui avec le même sens que Conan Doyle, pour reprendre ta citation,
Nous, on va y rajouter de la poésie en plus. On va y rajouter des strates de texte, des strates d'imaginaire en plus. Donc, le mot va être enrichi et va prendre des potentialités Mm, qu'il n'avait absolument pas à l'origine. Tu veux dire qu'il y a aussi le steampunk. Alors, quand tu définis le premier steampunk, tu fais évidemment référence à Tim Powers, Voix d'Anubis, c'est ça? Voilà, enfin, c'est la lettre de K.W. Jeter, parue Mhm. dans Locus en avril 87, dans le courrier des lecteurs, où pour la première fois, il va utiliser le mot steampunk pour décrire ce que lui et ses camarades font. D'accord. Donc, il utilise le mot véritablement comme une blague. Bon, il n'a pas de mots pour décrire ce qu'on fait. Et ben, le cyberpunk est à la mode. Et ben, nous, on Mhm. va faire du steampunk. Et nous sommes depuis 87 en train de courir après la définition du mot et essayer de comprendre ce que Mhm. c'est. On Mhm. continue à produire des choses. Le mot s'enrichit d'exemples supplémentaires Mhm. et il est devenu un genre, il est Mhm. devenu culture. Une mode même, hein, plus qu'une mode, une culture, tout à fait. Il a été une mode. Mhm. Maintenant, je pense qu'il est entré dans la culture, à tel point que maintenant, il fait lui-même des rejetons Mhm. et qu'il Qu'on influence à son tour. qu'on va voir évidemment, le hop punk, le biopunk, le solarpunk. Olivier ou l'Alex, vous voulez vous exprimer sur le type de steampunk que vous écrivez ou celui qui vous est cher? Alex, tu veux commencer ou... Ouais, je veux bien parce que Allez, l'Alex, elle a le t-shirt en plus, j'ai le steampunk. t-shirt, ouais, j'ai le t-shirt qui va avec. Euh, En fait, je pense que le premier contact que j'ai pu avoir, alors avec ce que moi j'entends par steampunk, parce que du coup maintenant je me méfie des définitions. Je pense que c'est, enfin comme beaucoup de gens avec Jules Verne étant petite. Mhm. Et puis c'est quelque chose qui est resté un petit peu dans ce côté uchronique de qu'est-ce que pourrait être une boucle qui s'est passée, enfin, une bifurcation plutôt qui s'est Mm, passée à un mm, moment. mm, C'est vrai que moi, ce que j'ai écrit dans un univers steampunk, je me rends compte que c'est peut-être plus une espèce d'ambiance que j'ai cherchée. Euh, pas juste un décor, mais vraiment une ambiance, une manière de penser au quotidien, mais avec du coup cette approche très particulière. mhm. Cette approche décalée Voilà. et très poétique finalement, parce que Étienne parlait de poésie tout à l'heure en disant qu'on a ajouté à la référence historique toute la dimension poétique, et c'est ça aussi qui caractérise le steampunk pour toi. Et un peu mécanique aussi, D'accord. dans l'idée de en fait, la nouvelle que tu as mis dans ma petite Mhm, présentation, je suis partie en fait sur une réécriture du mythe de Cendrillon. Et donc forcément, moi, mes chaussures étaient à vapeur. mhm, Voilà. Et c'est sur cette idée que je suis partie, mais pas juste en prétexte, en fait, en ayant vraiment, son rôle dans l'histoire. mhm, Mais c'était plus de réfléchir à, voilà, si on pense au contexte, pour aller d'un point A à un point B, quel type de véhicule, voilà, c'était vraiment dans le contexte de comment je construis cet univers avec cette ambiance que j'ai envie de lui donner, avec mhm. cette touche particulière que j'ai envie de lui donner. D'accord. Voilà. Il y a peut-être côté aussi un peu, on reviendra sur Étienne aussi tout à l'heure, côté un peu nostalgique finalement d'un 19e siècle qu'on n'a pas eu et qu'on peut fantasmer. Olivier, dans le Baron Noir et dans tes textes steampunk, qu'est-ce qui te guide le plus? Ben, en fait, il y a plusieurs aspects. Ben, il y a déjà, enfin, je voulais le prendre pour la fin, mais vu que tu le cites, je vais le citer, c'est le 19e siècle qu'on a raté, que j'aimerais bien qu'on ait réussi. Mhm, Quand même, on ne peut pas dire que je sois un napoléonien de premier juge. Moi, j'aurais bien voulu qu'il meure à Austerlitz après la mhm, bataille, si possible. Comme ça, on aurait été un peu en position de force et ça aurait mhm, évité quelques complications. Donc, du coup, en fait, je suis un peu parti là-dessus sur mon... Et par contre, du coup, j'ai pris une seconde république idéalisée ouais. et où, avec François Arago comme fondateur, donc grand scientifique à l'époque, qui lance du coup, qui me permet de m'ouvrir un boulevard sur les inventions. Et comme moi, je suis ingénieur mécanicien et que quand j'étais étudiant, j'ai travaillé pour le musée de l'air.
J'ai fait partie de l'Institut d'archéologie industrielle. Mhm. J'ai déterré des machines du 19e siècle prisonniers dans la vase avec une petite pelle et un treuil. On s'est bien amusé. On a réparé des vieux camions qui étaient de la Première Guerre mondiale. Et puis, j'ai pas mal bossé sur Clément Ader aussi. Et oui, Et j'ai fait des modèles mathématiques pour démontrer que l'avion volait vraiment. On a pu le prouver en vrai après. Voilà, des choses comme ça. Alors du coup, pour moi, c'était un peu me mettre au steampunk, c'était un petit peu comme faire du Lego. Une fois qu'on a fait le modèle une première fois, ben, on met les pièces dans un autre ordre et ça fait quelque chose qui est peut-être encore mieux. Bon, ben là, c'était un petit peu ce type de jeu. Et puis en commençant à jouer avec, ben, c'est là qu'on se rend compte qu'on a de la place pour mettre des réflexions historiques. On se dit, bah, tiens, on va faire ça un peu plus sérieux, on va faire de l'Uchronie, de la vraie, allez hop, on va commencer à bien étudier son sujet en histoire et qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on peut pas récupérer. Voilà, en gros, moi, je fais vraiment du Lego, je récupère des vraies pièces que je mets dans un autre ordre. Voilà. Et c'est vraiment le jeu intellectuel qui me plaît beaucoup. Donc sur le steampunk, je reste un peu dans le jeu, mais ça me permet quand même de laisser laisser passer deux ou trois idées sur l'apparition du socialisme. Le côté anarchiste du punk me plaît pas mal. Montrer comment les individus peuvent avoir plus de pouvoir que le gouvernement pour changer les choses. Ça permet de lancer quelques messages comme ça. Mais je suis vraiment dans la partie ludique du steampunk. Du steampunk, ouais. Avec la fascination pour la technique, hein, j'entends bien dans ce que tu nous expliques, qui nous renvoie finalement aussi un peu aux origines de la SF, hein, à l'époque des pulps, de Gernsback et de la fascination pour l'objet technique véritablement. Et quand tu cites Jules Verne, l'Alex, on est complètement dans ça aussi, hein. On connaît l'enchantement que Jules Verne faisait sur les objets techniques. Donc, Étienne, toi qui es un peu le référent dans la définition, on va dire, est-ce que ce côté nostalgique finalement du steampunk, est-ce que c'est un côté un peu anarchiste aussi? Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière dans le steampunk, ou est-ce que c'est vraiment du ludique dans cette première partie là qu'on essaye de cerner? On peut tout trouver. Honnêtement, le steampunk, la meilleure analogie pour le définir, c'est que c'est une trousse à outils. Et une fois que tu as les outils, tu peux en faire ce que tu veux. Mais la grande force du steampunk, c'est qu'il s'appuie sur une culture. Alors que ce soit une culture nationale quand tu parles de Jules Verne, une culture internationale quand tu parles de Jules Verne d'après Walt Disney dans son adaptation de 20 milieux sous les mers, etc. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de connaître l'œuvre de Jules Verne sur le bout des doigts pour saisir qu'il y a une référence. Tout à fait. Pour comprendre le jeu sur la mémoire et pour comprendre la mécanique uchronique. Je pense qu'un des grands succès de l'Uchronie actuelle, c'est que justement, il y a tout ce travail sur la notion même de culture, de savoir, de souvenir. Et ce qui fait que ce sont des choses qui sont partagées. Quelque part, le steampunk va nous unir. Oui, et puis c'est vrai que c'est une façon effectivement oui, c'est ça, de redévelopper une culture, de refusionner peut-être l'Uchronie avec la science-fiction et de lui redonner un peu une nouvelle énergie, un nouvel élan, effectivement. Mais pour clôturer, et là j'arrêterai avec l'histoire, je pense que si le steampunk apparaît vraiment au tournant des années 90, c'est qu'il y a eu le mouvement cyberpunk qui, lui, était ultra politisé, qui était ultra normé. Le cyberpunk, il y avait on en faisait partie où on était à l'extérieur. C'était vraiment clivant. Ah ben parfait, on est parfait puisque j'allais justement maintenant passer au cyberpunk et notamment avec Yannick, mais avec vous aussi. Alors c'est quand même flagrant parce que finalement, punk à l'intérieur de punk, c'est une mise en abîme, hein, ce qui se passe. Le cyberpunk était la réaction à quelque chose, et Yannick, je suis sûr que tu vas nous l'expliquer, et le steampunk, comme vous disiez tout à l'heure, était la réaction au cyberpunk. Dans les années 80, nous avons le mouvement cyberpunk qui apparaît, au début des années 80, avec Mirror Shades, avec Blade Runner, avec Gibson et Sterling, et puis on a ce steampunk qui vient ensuite.
Alors Yannick, tu livres ces jours-ci en précommande au Bélial Cyberpunk's Not Dead. Donc ce mouvement cyberpunk pour toi, est-ce qu'il mérite son suffixe de punk et de quoi est-il finalement la contestation, ce mouvement cyberpunk, et pourquoi il revient si fort aujourd'hui dans notre culture? Alors, un petit rappel peut-être historique au préalable. Cyberpunk, en fait, c'est une étiquette que les principaux auteurs du mouvement au départ n'ont pas choisi. Pour rappel, c'est le titre d'une nouvelle de Bruce Bedke qui était parue en 1983, ouais. qui est donc antérieure au roman important de William Gibson en 84. Et en fait, c'est une étiquette qui a été collée a posteriori par un ensemble de journalistes notamment. Voilà, et pour mettre ensemble au final des auteurs qui n'avaient pas forcément grand-chose au départ à voir entre eux. Et William Gibson même était plutôt réticent à se voir coller cette étiquette. Et en fait, c'est surtout Bruce Sterling qui s'en est servi à des fins promotionnelles, et notamment avec l'anthologie, la fameuse anthologie Mozart en vers miroir. Mais voilà, elle est un peu artificielle, cette étiquette, et la majorité des auteurs et autrices, il y a très peu d'autrices, la majorité des auteurs qu'on a mis dans cette mouvance ont refusé ou étaient relativement méfiants, voire réticents par rapport à cette étiquette. Avec cette étiquette. Ouais. Oui, voilà. Et comme je disais, à commencer par William Gibson, qui avait très bien compris que le meilleur moyen de tuer un mouvement, c'est de lui coller une étiquette qui n'est pas forcément le reflet de ce qui était véhiculé. Vas-y, continue. Oui, alors, pour revenir donc au côté punk, je dirais qu'il vient de manière un petit peu aussi artificielle. Enfin, c'est pas... voilà, donc oui, Bruce Sterling l'a théorisé. Donc voilà, cyber, c'est le côté high-tech. Punk, c'est le côté low-life, pour le dire avec les mots de Bruce Sterling. Et qu'on retrouve d'une certaine manière avec l'impression de déliquescence sociale, qui est l'atmosphère très sombre dans lequel se situe le cyberpunk. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui mérite d'être noté, c'est comme tu le disais un petit peu, c'est toute cette même faune à certains égards contre-culturelle qu'on voit circuler dans les romans de William Gibson notamment, et puis d'autres auteurs. Et l'aspect d'ailleurs assez amusant, c'est qu'il n'y a pas de punk dans la trilogie de la quenouille de William Gibson. En fait, il y a des gothiques. C'est-à-dire que les mouvements contre-culturels qu'on voit, c'est pas les punks, c'est des dérivés en quelque sorte du punk, et notamment des gothiques qui s'affrontent aux coolos en version traduite, ou les casuals en version originale. Donc je dirais que le lien se fait, comme tu le disais un petit peu, à travers les contre-cultures, et pas tellement à travers une référence punk assumée. Et pour prendre une autre autrice qui est Pat Cadigan, elle, qui est très rock pour le coup, elle a inséré du rock à folie turbine dans ses romans et ses nouvelles. Elle, pareil, c'est pas tellement le punk qui l'inspire, c'est plutôt... Alors pour mettre des très grosses étiquettes, on est plus proche du hard rock ou des formes de métal, même si à l'époque on n'était pas tout à fait encore dans l'étiquette de métal, mais voilà, c'est pas du punk à proprement parler. Et est-ce que, alors c'est hyper intéressant, bien sûr, de rappeler donc la nouvelle de Bruce Bedke qui en 1983 a posé le mot. Et alors moi j'y vois quand même. Après, on va passer bien sûr au punk et au solarpunk, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on est sur le cyberpunk et je vois quand même un lien, moi, entre les deux, dans le côté nostalgique. C'est-à-dire que si je me souviens bien, dans Mozart en vers miroir, il y a alors je ne sais pas si c'est une préface de William Gibson ou si c'est la nouvelle même de William Gibson, je ne sais plus trop. Je crois que c'est le Continuum Gernsback, je crois que c'est ça, la nouvelle de Gibson, si je ne me trompe pas, dans lequel il dit, là, cette phrase, moi, qui m'avait marqué, il dit « Nous vivons dans une architecture de rêves brisés ». Et est-ce que ce n'est pas ça le point commun, finalement, et je pose la question à tout le monde, de ces mouvements punk, finalement, qui sont des mouvements qui, au fond, nous disent qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu choisir une évolution différente de la science-fiction elle-même, des courants de la science-fiction elle-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette idée-là? Est-ce qu'il y a un côté, et le hop punk est peut-être aussi, effectivement, dans cette mouvance-là, c'est-à-dire on regrette que la science-fiction n'ait pas pris le chemin de la lumière et qu'elle ait plutôt choisi de détailler et de foyer dans les ténèbres, en fait. Qui veut réagir? Vas-y, Étienne.
Bah, de toute façon, tous les fils qui vont tisser l'histoire du rétrofuturisme passent par cette nouvelle de Gibson qui est monumentale. Donc, allez la lire. Dès qu'on a fini, allez la lire. Le Continuum Gernsback, ouais. Mais là où tu as raison, c'est que je pense que un des apports du steampunk, c'est un apport qui est de sidération. C'est-à-dire qu'il a réintroduit le plaisir du texte, le plaisir de l'image, le plaisir de l'invention, le plaisir de la machine, le plaisir du décor majestueux, à une époque où peut-être que la science-fiction était devenue trop consciente d'elle-même ou trop sérieuse, peut-être. Et que lui, il s'est autorisé pendant un temps à reprendre des motifs. Un savant fou, c'est idiot. Parce que maintenant, ça a été fait tellement de fois, il n'y a plus rien à dire. Mais si tu mets un savant fou dans un cadre steampunk, tu le revitalises. Et tout d'un coup, tu lui donnes une originalité et une façon une puissance totalement nouvelle et extrêmement jouissive. Ça, Oui, allez-y, vas-y, je plus Olivier. sois complètement. Un de mes grands jeux, c'est de trouver un personnage historique réel et d'en faire un super méchant steampunk. Et c'est absolument jouissif, surtout quand l'histoire vous aide. Vous cherchez quelqu'un de très précis, genre, ouais, ça serait bien que ce soit quelqu'un proche du pouvoir et qui a été acrobate de cirque. Et vous trouvez. On trouve toujours. Et l'Alex, toi aussi, tu es d'accord avec ce côté-là, avec ce qui vient d'être dit sur le côté nostalgique Oui, après, alors c'est peut-être parce que je suis illustratrice, mais je vois aussi en point commun en fait aux quatre, donc cyberpunk, steampunk, solarpunk et opepunk, aussi une question d'esthétique. Je trouve qu'ils ont chacun, c'est pour ça aussi tout à l'heure que je parlais d'ambiance, mais je trouve qu'il y a vraiment, alors au-delà effectivement de ce que ça peut amener, je trouve qu'il y a aussi ça que chacun a dans son style. Alors, le cyberpunk, pour être très honnête, alors déjà, j'en écris pas, j'en ai lu, mais peu. Je suis plus en fait rôliste, là, pour le coup, où j'ai eu l'occasion de faire du jeu de rôle. Moi, mes premiers contacts avec le cyberpunk, c'est plutôt le jeu de rôle. Donc, d'autant plus, je suis dans des questions d'ambiance et d'univers. Mais il y a vraiment ça pour moi aussi qui joue. Et on le voit aussi avec le solarpunk. Le solarpunk a aussi cette esthétique très art déco. Très souvent, les deux sont liés. On retrouve en fait ça. Je pense que le hope punk, lui, est peut-être encore en cours d'invention. Il est en de train de formalisation, ouais. Alors, c'est drôle parce que finalement, c'est comme le. Alors, si on me lance sur le hope punk, je ne vais pas m'arrêter, donc essayez de me couper. Vas-y, vas-y, on y passera de toute façon, mais vas-y, on y est, vas-y. Alors, est-ce que tu peux nous le définir, ce hope punk, exactement? Vas-y. Alors, d'abord, je dirais qu'il a en commun avec le steampunk le fait que ça soit au départ, alors peut-être pas une blague, mais en tout cas, c'était un bon mot. Puisqu'il ne date, alors pas dans son contenu, mais en tant que terme. J'entends bien en tant que terme parce que celle qui a posé ce terme dit elle-même que le hope-punk existait, existait avant que le terme existe. Puisque c'est Alexandra Roland en fait qui l'a mis sur son Tumblr en 2017 en opposition au grimdark. Et donc l'idée c'était vraiment de dire aujourd'hui, on est beaucoup dans la dystopie, dans on est tous foutus, dans peut-être aussi dans ce côté un peu cyberpunk de nos futurs. Et donc, c'était pour dire, mais il y en a marre, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer autre chose? Et en ça, alors que le terme punk est énormément controversé, dès que je vois passer des discussions sur du hope punk, à chaque fois, les gens disent mais non, punk, ça ne veut pas dire ça, et c'est impossible de l'accoler à ce mot hope, espoir. En fait, si, parce que dans son esprit, c'était justement pour venir se rebeller. Tout à fait. On se révolte et non, on veut proposer une vision d'avenir qu'on a envie de vivre en fait. Et c'est un peu ça. Alors après, le Open répond à tout un système, il y a plein de points qui font que ça rentre dedans. Souvent, c'est pas un héros tout seul, mais c'est un ensemble de personnes dans le déroulé de la résolution. Ça finit pas forcément bien, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas que une écriture où tout se finit bien à la fin, mais c'est une écriture où les gens essayent de proposer une alternative et un avenir qui n'est pas forcément sombre, pessimiste, foutu, etc.
Je montre en même temps, on partage ton écran, je montre le logo que tu avais créé sur le Hopunk, si je ne me trompe pas, qui est sur ton site Feuille de velours. En même temps qu'on t'écoute. Est-ce qu'il y a une dimension technique aussi dans le Hopunk? Parce que pour l'instant, il y a une dimension technique dans tous les autres punks, le cyberpunk évidemment, le steampunk aussi, on l'a vu. Le solarpunk, on sait aussi que c'est le choix de solutions techniques positives, souvent dans une construction bottom-up, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais est-ce que dans le Hopunk aussi, il y a cette dimension du choix technique? Alors, je n'ai pas lu tout ce qui est tout ce qui se catégorisé punk aujourd'hui, tout ce qui est catégorisé dedans. Je pense que la dimension elle est plutôt sociale dans le Hopunk, puisqu'on est aussi dans l'attention portée aux autres, dans l'intelligence émotionnelle, on est dans tous ces éléments-là. C'est pour ça que je dis peut-être que finalement, c'est encore en cours de construction dans sa manière de se développer. 2017, c'est récent. Je pense qu'il y a encore des choses à poser. Et quand on voit, par exemple, on dit que Star Trek est du Hopunk, mais dans son contexte finalement, dans son contexte de on a aboli l'argent, voilà, on est passé à autre chose, après quand même une troisième guerre mondiale. mais je pense que, alors après, les autres peuvent aussi peut-être connaître ce terme, mais en tout cas, Bien moi, sûr. de ce que j'ai perçu pour l'instant, on est vraiment, l'une d'un petit slogan, c'est être gentil devient un acte politique. Donc on est plus dans une approche, je pense, sociétale ou en tout cas politique. Sociétale, ouais. Est-ce que est-ce que les autres, le Hopunk, ça vous le voyez comme ça aussi Personnellement, j'en ai écrit avant que le mot existe, il Ouais. semblerait, vu les dates. Ouais. Que des nouvelles. Et puis, pour moi, il y a forcément quand même une connotation technique, parce que j'ai du mal à imaginer on reviendra à la houe directement, même si ça pourrait, il peut y avoir une composante technique qui consiste à décider de l'abandonner, toute composante technique, pour une bonne raison. Mais c'est vrai que le côté social est forcément plus important, parce que pour moi, là, on est quand même dans une projection un peu catastrophiste quand même. On a passé le cap de la catastrophe souvent quand on fait du Hopunk. C'est derrière soi, quoi. Et maintenant, on fait quoi? Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à un point commun entre un peu tous les punks. On parlait de déliquescence de la société. Dans le steampunk, on en trouve avec du victorien bien sinistre et des travailleurs exploités. Les inégalitaires, ouais. Voilà, le cyberpunk avec les entreprises qui écrasent les petites gens. Bon, là, on a une catastrophe qui a écrasé les petites gens, et on voit comment les petites gens peuvent éventuellement relever la tête. Donc, il y a quand même cette composante-là où forcément la technique, elle viendra peut-être plus soit en décor, soit pour proposer justement un peu de prospective, ce que je fais dans une des nouvelles. Dans une autre, il n'y en a pas du tout. Enfin, la technique est un décor, ils vivent dans un monde où il y a un peu de technique, mais c'est justement pas ça qui fait leur société. La technique pourrait disparaître, ça ne changerait rien. Ouais, dans les brigades du Steam, la dimension sociale, elle est importante aussi. Dans le projet des brigades du Steam, c'était la France de 1910 dans un steampunk émergent qui ne se déroule pas à Paris. Donc déjà, faire du steampunk qui ne soit pas parisien, ça, c'est vraiment punk. Carrément. Nous n'avons pas de tour Eiffel. Nous sommes à Aix-en-Provence. Dans le tome 2, on va monter un petit peu, mais on reste en dessous de la Loire. Donc, l'idée, oui, forcément. Mais c'est une image sociétale qui va être une image qui n'est en rien nostalgique. C'est jamais se dire que c'était mieux avant, surtout pas. Alors, côté cyberpunk, on aurait l'impression que la messe est dite, mais je me doute que Yannick va nous montrer que non. C'est-à-dire, d'abord, moi j'ai deux questions, c'est-à-dire pourquoi la revitalisation du cyberpunk maintenant?
Alors que nous vivons dans un monde cyberpunk, donc à quoi bon remettre le cyberpunk véritablement en tant que courant littéraire au goût du jour? Et puis, dans ton essai justement qui va paraître, Cyberpunk Not Dead, tu parles de laboratoire. En quoi finalement, alors que le pop-punk ou que le steampunk semble proposer des alternatives sociales, hein, en quoi pour toi, Yannick, le fait je provoque un peu, hein, de ressasser le cyberpunk, hein, peut nous aider à peut-être à changer la donne sociale et politique justement? En quoi c'est un laboratoire? Première remarque, je dirais ce qui est revitalisé, c'est pas tellement le mouvement littéraire, hein, c'est plutôt l'esthétique Mmh. qui persiste comme une rémanence après quelques décennies. À ma connaissance, il y a très peu d'auteurs ou d'autrices qui prétendent encore faire ou refaire du cyberpunk, hein. Et en fait, ce qui maintient la résonance, c'est à la fois une espèce de nostalgie esthétique, donc cette espèce de besoin de se référer à des films comme Blade Runner, hein, par exemple. Mmh. Et puis, je parlais de laboratoire parce que la résonance, elle est sur presque les prédictions, les fulgurances et les anticipations qu'il y a chez les auteurs cyberpunk, hein, sur la conjonction du développement des intelligences artificielles avec un stade particulier du capitalisme, sur le rôle des multinationales, évidemment, même si on parle aujourd'hui d'un projet de taxation voilà, des mégacorps ou des multinationales. En forme de boutade, moi j'aurais envie de dire que c'est ce projet de taxation qui va les inciter à partir encore plus vite en orbite, tel que l'a prévu voilà, Jeff Bezos, par exemple, puisqu'il a ce type de projet de déplacer des unités de production dans l'espace. Et à la limite, on pourrait dire de manière paradoxale que le projet de Joe Biden et du G7 va accélérer les tentatives de fuite des multinationales dans une forme d'offshoring encore plus poussée qu'elle ne l'est actuellement. C'est une petite pirouette et un pari humoristique. Mais pour revenir plus sérieusement, en fait, quand on relit, et ça a été à la fois ma grande surprise et mon plaisir de relecture, c'est qu'il y a toute une série, mais vraiment d'anticipation, et pas forcément sur les tropes les plus usuels. Je pense au rôle de l'économie médiatique, par exemple, voilà, sur le rôle des stars, sur les filtres. Alors évidemment, c'est pas baptisé comme ça, les filtres Instagram, ce genre de choses, ou les filtres qu'on trouve sur les téléphones portables. Voilà, il y a déjà sur l'importance de l'esthétique personnelle, voilà, sur le rôle de la chirurgie esthétique et sur l'importance de construire une image personnelle. Voilà, c'est aussi déjà dans le cyberpunk. Sur la disparition de la monnaie aussi, la disparition de la monnaie fiduciaire et son remplacement par des formes électroniques. Et les intérêts, qui peuvent être des intérêts bancaires ou d'autres acteurs, voilà, il y a toute une série de petits détails. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin, c'est remettre l'attention sur les détails et pas tellement sur les tropes qui sont usés hein, jusqu'à la corde. Voilà. Voilà, quand on parle de cyberpunk, tout le monde a évidemment en tête les prothèses, les cyborgs, les fiches branchées dans la nuque, les multinationales, etc. Mais en fait, quand on regarde dans les décors, et la manière dont les auteurs décrivent les décors, il y a toute une série de petites fulgurances qui résonnent, mais je vais dire fabuleusement ou paradoxalement, avec notre environnement d'aujourd'hui. Voilà. Sur le fait que grâce aujourd'hui à des intelligences artificielles, on peut prédire les comportements d'individus par ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, bah, il y a déjà ce type, alors, bien sûr pas formalisé tel quel, mais voilà, neuromancien ou plutôt muet divers dans les romanciens, modélise aussi déjà le comportement de Case à partir de ces comportements qu'il arrive à repérer dans la vie réelle. Voilà. À 30 ans de distance, en fait, ils ont décrit presque ce que sont capables de faire des intelligences artificielles en récupérant nos données. Voilà. Et je vous épargne le rôle des données, évidemment, dans Cyberpunk, puisque la datafication est une des grandes tendances du capitalisme contemporain, évidemment. Et puis finalement, cette esthétique, on revient toujours à ça, hein, c'est-à-dire cette esthétique finalement cyberpunk qui est très séductrice aujourd'hui. On le voit avec le jeu, hein, Cyberpunk 2077, même s'il a eu des difficultés pour sortir ce jeu, avec tout un tas d'enjeux juridiques derrière, mais finalement, il est sorti hein, finalement, je crois. Hein. Mais Matrix 4.
Et Matrix 4, tout à fait. Côté esthétique, justement, quels sont les grands repères esthétiques pour vous? Alors, pour le cyberpunk, on y est. On pourrait aussi évoquer la série, parce que les productions de séries comme Altered Carbon, par exemple, de Richard Morgan, inspirées des ouvrages de Richard Morgan, et bien d'autres sont évidentes. Mais du côté steampunk, quels sont pour vous les repères esthétiques les plus évidents actuels aujourd'hui, les plus récents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute tout de suite au visage et qui montre un peu finalement cette revitalisation finalement du steampunk aujourd'hui aussi? Parce que tu nous disais, Étienne, il y a deux steampunks, hein. Il y a le premier steampunk et puis celui étendu, on pourrait dire. À qui est-ce que tu t'adresses? À vous tous, à vous tous, à vous tous. On pourrait penser à la bande dessinée, là, et ça serait un peu le grand écart entre la série des Artilleuses, là, qui est publiée chez Dracou, et la traduction française de Lady Mechanica, où là, nous avons deux steampunks, donc un steampunk européen, un steampunk américain, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur les connexions, sur les représentations dans les deux. Olivier? J'avoue que je m'intéresse assez peu aux questions esthétiques, moi. C'est vraiment comme ça vient. Donc, d'une nouvelle à l'autre, ça va rien avoir à voir et je regarde pas. Je regarde zéro série. Je ne regarde pas de film. J'ai plus lu de BD depuis longtemps parce que j'écris beaucoup. D'accord. Un pur et dur, quoi. Voilà, donc du coup, quand je me mets à inventer quelque chose, je me pose moi-même la question ce que ça va ressembler. Par exemple, sur le steampunk, là, j'étais plutôt en train de me dire, attends, si j'ai avancé la technologie, normalement, tout ce qui est verre soufflé, etc., ça doit être un peu plus tôt. Alors peut-être que toutes ces verrières très art déco sont apparues un peu plus tôt. Du coup, j'essaye de faire des mix comme ça, un peu historiques. Il y a aussi la technique, des fois, impose son propre esthétisme, hein. Quand vous faites du fer poldé forgé, ça donne pas le même effet que quand vous manipulez l'extrusion ou le moulage. Donc, du coup, la soudure, ça n'existe pas forcément parce que vous n'avez pas assez d'électricité, donc vous rivetez. Il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes quand on est ingénieur mécanicien avec un tout petit peu de bagage historique. Donc ça m'aide pas mal, hein, pour l'esthétique. On voit bien l'imprégnation technique. Malgré tout, les couvertures du Baron Noir sont clairement identifiables au steampunk en même temps. Il n'y a pas pour la petite histoire, alors c'était à l'époque, c'était pas Mnemos, c'était Célé Faïs qui a commandé la couverture et on n'a pas réussi à se parler. Et il a juste eu la quatrième de couve pour faire sa couve. Donc il est parti sur ce qu'il savait, la quatrième de couve, et puis le steampunk esthétique, l'esthétique qu'il avait en tête. Et ça a donné ça, et j'ai dit, c'est bon, par contre, tu me vires la tour Eiffel derrière. Je lui ai demandé de la remplacer par l'Arc de Triomphe. Mais sinon, c'est la seule remarque que j'ai eu à faire. Mais ça vient du fait qu'on ne s'est pas parlé, quoi. Et les deux couvertures qu'on voit là, que je partage à l'écran, il y en a une qui te satisfait plus qu'une autre. Je t'embête sur le plan esthétique, mais c'est amusant parce que tu viens de dire que ça n'avait pas d'importance pour toi, donc du coup, je ne peux pas m'empêcher de. Il faut savoir que je vois pas bien les nuances de couleurs, moi. Pour moi, un vert et un autre vert, c'est un vert. Donc. Mais disons que la deuxième sur Bel Ange, elle est un peu plus techno, je dirais. J'aime bien la dynamique. Je lui ai pourtant dit que la mèche de cheveux, je la voyais pas là, moi. Mais bon, les dessinateurs également ont le droit à être têtus, donc j'ai pas insisté. J'aime beaucoup la dynamique. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ce que dégage le personnage du baron dans le bouquin. Et d'ailleurs, Mnemos a longuement réfléchi à trouver une autre couve. Et puis, ils n'ont pas réussi. Ils ont repris la même. Ils ont gardé. Il dégage ce qu'on a envie ce que j'avais envie qu'il dégage. Et ça s'est fait, mais comme ça, il n'y a rien eu à retoucher. Impressionnant. Et l'Alex, évidemment, tu ne vas pas me dire que l'esthétique n'a pas d'importance. Dans ton travail d'illustratrice, est-ce que tu es une illustratrice au punk aussi? Est-ce que ton amour pour ce courant-là rejaillit dans toutes les phases dans toutes les parties de ta palette finalement d'artistes? Est-ce que tu es 100% au punk aussi bien quand tu écris que quand tu peins? Non,
Non, très honnêtement, non. En fait, alors, pour ce qui est de l'esthétique, oui. Après, c'est vrai que ce sera peut-être, encore une fois, tout à l'heure, je parlais d'ambiance. Sur le steampunk, il y aura forcément des détails. Pour moi, le steampunk, c'est un mélange du fer et de la dentelle, en fait. C'est voilà, il y a des choses comme ça qui vont, qui, qui vont ensemble et qui donnent pour moi cette touche particulière. Comme je disais, je pense que le hop punk, enfin, à la fois il existait bien avant, à la fois il offre un contexte qui fait que c'est pas forcément toujours facile d'écrire dedans, tout simplement parce que quand il y a des livres hop punk, je donne par exemple une autrice que j'adore qui est Becky Chambers, très souvent le reproche qui est fait c'est qu'il se passe rien. Alors que pour moi il se passe plein de choses, mais comme on est dans le côté humain des personnages, on est dans un côté je pense qu'il n'est pas du coup soit du épique, soit quelque chose où il va y avoir quelqu'un qui va se prendre, je sais pas, un conflit. Voilà, on n'est pas dans les fonctionnements forcément habituels, ce qui fait qu'en fait, très honnêtement, c'est compliqué d'écrire, en tout cas je trouve, quelque chose qui soit purement punk. Et alors après, quand on lit en plus la définition et les axes précis qu'en a fait Alexandra Roland, tout le monde n'est pas fait pour utiliser les mêmes recettes de cuisine. Donc voilà, et très honnêtement, la manière dont moi j'écris et dont je dessine, c'est que je vais là où mon inspiration du moment me porte. Ce qui fait qu'il m'arrive aussi d'écrire des textes très sombres et pas du tout dans cette envie de donner de l'espoir pour l'avenir, même si ça reste quelque chose qui m'enthousiasme et que j'aimerais bien pouvoir voir plus souvent et faire plus souvent. C'est très bien que tu précises ça parce que je trouve qu'on est souvent dans les catégorisations aujourd'hui. Et alors, comme jadis, on n'aimait pas être catégorisé forcément auteur de space opéra, voilà. On aurait aussi tendance aujourd'hui à dire, bah, voilà une autrice de punk, voilà un auteur de cyberpunk, pour être ultra schématique. Voilà une autrice ou un auteur de steampunk. Et c'est bien de le rappeler. Par exemple, Yannick, tu as publié Hors des décombres du monde. Ça fait quoi maintenant, 2-3 ans, c'est ça? 3 ans, oui. Comment tu le perçois? Est-ce que ça pourrait pas être une sorte de versant, on va dire, académique du hop punk, cette recherche de solutions alternatives pour demain, cet essai hors des décombres du monde et ce répertoire, ces scénarios différents pour aller quand même de l'avant, pour pas imaginer dans une approche comme ça très négative et très sombre que de toute façon il n'y a pas d'espoir. Tout à fait. Le troisième chapitre avait été écrit dans ce type d'esprit. Alors, moi, je l'avais formalisé avec des termes un peu plus proches des sciences sociales. J'avais parlé de ligne de fuite, de prototopie pour retrouver ces formes d'espérance présentes dans la littérature. Et effectivement, toute une série d'auteurs que j'avais repérés pour être inscrits a posteriori dans le hop punk. Ursula Le Guin, typiquement, avec les dépossédés, qui est un des exemples classiques, qui est repris et qui est remis assez couramment dans le hop punk. Donc, tout à fait. Alors, malheureusement, dans le bouquin, j'avais très peu abordé le solarpunk. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du solarpunk. Vas-y. Voilà. C'est parfait. Pour une raison assez simple, c'est qu'à l'époque où j'avais écrit le livre, il y avait très peu d'œuvres qui pouvaient se revendiquer du solarpunk, qui était une étiquette qui traînait sur un certain nombre de blogs et de sites, mais il y avait peu d'anthologies, peu de textes à proprement parler qui puissent se revendiquer du solarpunk. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y en ait beaucoup plus aujourd'hui. C'est plus, ça enlève plus du manifeste et du projet que de la littérature formalisée et du mouvement littéraire à proprement parler. Voilà, même si on trouve des briques qui sont déjà disponibles. Alors après, il faudrait aussi, il y a les étiquettes effectivement, et puis il y a le contenu qui est donné aux étiquettes. Comme vous le savez, ce qu'on peut mettre derrière les énergies solaires peut être très varié. Le solaire, ça peut être un petit peu l'image qu'on trouve dans le premier plan de Blade Runner 2049. Après tout, c'est une forme d'exploitation de l'énergie solaire, mais plutôt industrielle et plutôt mégatechnique, à l'image des projets Desertec qui avaient existé il y a quelques années. Et puis, je pense que ce que le solarpunk a plutôt en tête, c'est les formes décentralisées, les formes plutôt low-tech, la réappropriation des techniques par les populations, et la sortie, pour le coup, des schémas productivistes, consuméristes, etc.
et capitaliste, avec un aspect supplémentaire qui est le côté social qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, la très grande attention aux minorités, aux formes de relations sociales, d'Armand Fesch, et au pouvoir, à la répartition des pouvoirs dans la société aussi, voire même la dans disparition le des corps pouvoirs, social, voilà. de la disparition. Oui, enfin, dans certains cas, c'est le refus des formes de domination. Si on relie les possédés, là, c'est presque une esquisse de projet anarchiste, autogestionnaire, avec certes une forme de... Alors, c'est pas tout à fait un gouvernement, puisqu'il y a un ordinateur central qui pilote la collectivité, mais voilà, il n'y a pas d'ambition d'un gouvernement surplombant qui installerait une forme de domination sur la collectivité. Oui, merci. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup parlé, mais finalement, là aussi, moi, je trouve des points communs. Alors, c'est mon côté, je suis désolé, je vous embarque dans mes obsessions, mais moi, j'aime bien trouver les liens entre des choses qui, a priori, sont irréconciliables. C'est ce que j'adore faire, par exemple, entre l'histoire du droit et la science-fiction, mais ça, c'est un cas très personnel. Mais ici, on trouve quand même un lien. Alors, on me fait signe que bientôt, il faut rendre l'antenne. Mais il nous reste quand même un peu de temps et je trouve que c'est pas mal tout ce qu'on a réussi à faire parce qu'on a finalement trouvé des points communs à tous ces punks, finalement. Une nostalgie, une esthétique, un engagement politique et une dimension technique qui est quand même très forte. Le solarpunk et le hop-punk sont quand même voisins. Je trouve, d'une certaine façon, la recherche de solutions low-tech et de solutions sociales positives sont très proches aussi. Alors, pour conclure, ce que je voudrais vous proposer, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes, c'est que vous me donniez chacun une référence qui pour vous est incontournable à lire dans la catégorie punk que vous préférez, que ce soit le steam, le cyber ou le solar ou le hop punk. L'Alex, tu as presque déjà répondu, tu as tout à l'heure cité Becky Chambers, mais tu peux y revenir évidemment. Et on commence par toi d'ailleurs. Voilà, une référence à lire, un livre ou une œuvre incontournable dans une catégorie de ces punks pour que nos auditeurs puissent aller découvrir ça. Alors, effectivement, en solarpunk, il y a quand même plusieurs choses qui sont identifiées. Donc, je vais parler de celle que je préfère, qui est effectivement Becky Chambers. Quand j'ai lu L'espace d'un an, donc le tout premier qui a été traduit en français, malheureusement, je lis en français. Donc, je suis toujours obligée d'attendre les traductions. Vraiment, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que ça a apporté enfin une vision différente. J'aime beaucoup aussi son dernier, Apprendre aussi par bonheur. Je pense que celui-ci, si on n'a qu'un conseiller, c'est peut-être celui-là, parce que je trouve qu'on est vraiment complètement dedans, complètement dans ce hop punk. Et en plus, c'est vraiment un format court, donc ça se lit très, très, très facilement, très rapidement. Donc, voilà. D'accord. Donc, Becky Chambers, Apprendre par bonheur. Apprendre aussi par bonheur. Ah oui, Apprendre aussi par bonheur, pardon. Ouais, c'est vrai que j'ai fait. Oui, tout à fait. Olivier. Moi, on va faire de l'archéologie aussi. Ouais, c'est très bien l'archéologie. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert le steampunk et quasiment en même temps les littératures fantastiques françaises et en même temps l'existence d'un fandom avec, en tombant par hasard sur l'automate mangeur d'opium, donc vraiment sur le tard, je vais avoir 29 ans, quelque chose comme ça, et moi je lisais que des polars avant. Donc ça a été, mon Dieu, c'est trop bien. Un jour, moi aussi, je serai édité chez cet éditeur et je crois que ça a marché. Et franchement, j'ai adoré le décor, l'ambiance. Alors bon, évidemment, mon côté ingénieur et l'éther, on n'est pas copains parce que j'essaye de coller à la physique. Mais une fois que j'ai fait abstraction de ça, j'ai trouvé l'esthétique globale et puis avoir un polar dans cet univers-là, ça m'avait complètement... et ça m'a lancé d'ailleurs dans le concours de nouvelles qui a fait que je me suis mis à écrire, etc. Ça a été le déclencheur. Ex aequo avec du Roland Wagner, mais c'est hors sujet. Est-ce que le bouquin est encore disponible, Mathieu Gabory? Est-ce qu'il est encore je pense que oui. Roland Wagner, qui d'ailleurs fait du hop-punk aussi, alors que le terme aussi, tout à fait. Bien sûr. Oui, c'est ça. Les termes viennent parfois après coup. Oui. Merci, Olivier. Étienne, à toi. Deux grandes claques. La naissance du steampunk francophone avec la trilogie de la Lune de Jean Elio. J'aurais pu le citer aussi, oui. Bien sûr. Avec Jules Verne qui part sur la Lune pour aller libérer Louise Michel, prisonnière des prisons sélénites.
Et bien évidemment, l'anti-roman steampunk, mais qui est un chef-d'œuvre absolu, c'est La Machine à différence de Gibson et Sterling. Absolument. Alors, on comprend que c'est un anti-roman dans les 3 dernières pages, donc je ne peux pas en parler, mais c'est voilà, c'est un monument. Ok, très très bien. Et nous conclurons donc avec Yannick. Vas-y, Yannick, quel est le livre incontournable du camp cyberpunk? Alors, ça va être difficile de ne pas citer Neuromancien, évidemment, d'autant qu'il a été retraduit. Oui, enfin voilà, c'est incontournable. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais lu de Cyberpunk, c'est peut-être pas le roman avec lequel il faut commencer, parce que c'est un alcool fort. ouais, l'abord est quand même assez difficile. Je dirais que peut-être vaut mieux commencer par le deuxième, Compte Zéro. Voilà, entre-temps, William Gibson, je ne dirais pas qu'il a appris à écrire, en tout cas, il a changé ses modalités de narration. Et Compte Zéro est peut-être d'un abord plus facile que Neuromancien. Ou alors commencer par les nouvelles de William Gibson, qui là, pour le coup, sont un peu plus accessibles. Je pense à Johnny Mnemonic, parce que ça a été converti en film, voilà, ou les nouvelles qui sont engravées sur Chrome. Alors, voilà, William Gibson incontournable, et puis il y a malheureusement d'autres auteurs qui passent un petit peu sous les radars assez fréquemment. Je pense à Walter John Williams, qui mérite d'être câblé, qui mérite d'être relu. Et un de mes grands regrets aussi, c'est que malheureusement, ce qui a été traduit n'est pas toujours le plus intéressant dans Cyberpunk. Il y a une série de romans, je pense à Frontera, par exemple, qui n'ont jamais été traduits. Donc, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, voilà, il y a une partie de la littérature cyberpunk de l'époque, et c'est un petit peu un des mystères. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait que certains auteurs passent l'Atlantique et d'autres non. Voilà, alors, je ne citerai pas de nom pour dire ceux qui ont été traduits et que ne le méritent pas forcément, mais il y a pour pas... Tout le monde ne nous écoute pas, donc c'est pas très grave. En tout cas... Après, on nous écoute, tout est enregistré. Hein, donc. Oui, voilà, qui sait. En tout cas, certains auteurs intéressants mériteraient d'être traduits qui ne l'ont pas été. Et puis, on peut quand même dire que même si Neuromancien, c'est un alcool fort, il a quand même été retraduit en français par notre ami Laurent Casey. Et que ça, c'est aussi un gage de, voilà, j'imagine, de qualité et d'accessibilité aussi. Et la nouvelle traduction est peut-être plus accessible, effectivement, que la première. Voilà. D'autant que dans la première, il y avait des erreurs de termes qui étaient un peu problématiques. Je précise, oui, vas-y. Si j'avais dû citer des choses en cyberpunk, j'aurais cité la trilogie aussi, parce que je l'ai dévoré à l'époque quand je suis tombé dessus. Même si effectivement ça se lit plus facilement vers la fin. Et puis j'ai un petit fait pour Mona Lisa s'y éclate juste pour le titre, qui est complètement génial. C'est quand même ça, génial, ouais, tout à fait. Bien, bah écoutez, alors c'était pas facile hein, cette table ronde parce qu'en même temps tous les punks d'un seul coup, fallait quand même se les avaler. Donc bon, on a un peu le solar punk, ça a été un peu le parent pauvre de la table ronde, mais on a quand même fait pas mal de tours. Donc bah écoutez, il me reste à vous remercier infiniment pour votre participation à tous les 4. C'était un plaisir de vous voir. J'espère que vous allez rester avec nous à Nice Fiction et que vous allez continuer voilà, à suivre les autres tables rondes et les autres rencontres. Et puis, bon vent, voilà, bonne vapeur, bon soleil, bonne connexion et bonne technique. Je n'oublie pas, la mention de la technique par Olivier est très importante. Hein. Pour moi, la technique, c'est aussi la base de la science-fiction au départ, hein, Jules Verne. Donc voilà, bon chemin à tous les 4 et merci infiniment. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Hugo. Au revoir. Bonjour à tous. Bye. Au revoir à tous.